La loi de l'attraction est un mensonge et c'est en le découvrant que j'ai compris pourquoi elle marche. Parce que oui, soyons clairs, l'univers ne t'écoute pas et tes vibrations, eh bien, elles n'attirent rien. Aucune étude scientifique, nulle part sur cette planète, n'a prouvé que ça fonctionnait. C'est complètement faux. Mais alors, pourquoi les gens qui visualisent leur objectif et ceux qui font attention à chaque mot qu'ils prononcent réussissent vraiment mieux? Soit des millions de personnes ont un coup de chance monumental, soit il se passe quelque chose d'autre dans leur cerveau. Un truc inconscient que personne ne leur a expliqué. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe réellement dans ta tête quand tu visualises et quand tu changes tes mots. Pour comprendre, il faut remonter à deux livres, deux monstres vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Le premier, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, et son accord numéro 1 que tout le monde connaît, que ta parole soit impeccable. L'idée, c'est que ta parole est un don qui t'a été transmis par une force supérieure, et elle possède un pouvoir créateur. Elle permet de t'exprimer, et c'est elle qui manifeste ton intention, ce à quoi tu rêves, ce que tu ressens, et ce à quoi tu penses. Mais, c'est qui tout double. Elle peut créer les plus beaux rêves, mais aussi tout détruire autour de toi. Un usage positif transmettra de la beauté et de l'amour, tandis qu'un usage négatif peut créer l'enfer. Et le pire, c'est que la majorité des gens pensent utiliser cette négativité contre les autres, mais ils l'utilisent contre eux-mêmes. Parce que Ruiz explique un truc simple, ta parole fonctionne comme un miroir. Ce que tu renvoies te revient. Tu insultes, on t'insulte. Tu exprimes de la gratitude, on t'en renvoie. Et ça commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu t'aimes, ta parole devient naturellement impeccable avec les autres et elle crée ta réalité. Le second livre, tu le connais sûrement, c'est Le Secret de Rhonda Byrne. C'est le pouvoir de la visualisation. Tu visualises ce que tu veux, tu le ressens comme si tu l'avais déjà, et l'univers te l'apportera. Cette fois-ci, ce n'est pas ta parole qui crée la réalité, mais plutôt l'image mentale. Autour de ces deux livres, on rencontre deux teams. Ceux qui jurent que ça a changé leur vie, et c'est sincère, certains ont vraiment transformé leur carrière, leur santé, leurs relations, et les autres qui lèvent les yeux au ciel car tout ça, ce n'est que du placebo. Pendant des années, ces deux camps se sont écharpés sur la même question, est-ce que ça marche? Sauf que c'est la mauvaise question. Et la vérité, c'est que les deux camps ont tort. Alors voilà ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu décides d'acheter une voiture un peu différente des autres, tu l'achètes même pour ça, parce que tu crois qu'elle est unique, que t'en as croisé très peu. Et à partir de ce moment précis, tu commences à voir cette même voiture un peu partout. Garée sur le parking, arrêtée au feu rouge. Alors, est-ce que les gens dans ton quartier ont commencé à acheter la même voiture que toi, la même semaine? Eh bien non. En réalité, ces voitures étaient déjà là. Mais c'est juste toi qui n'y prêtais pas attention. Ton cerveau reçoit 11 millions d'informations chaque seconde. Et ta conscience en traite une quarantaine. Une quarantaine sur 11 millions. Donc, il y a un tri. Un videur est posté à l'entrée de ta conscience et il rejette 99,99% de la réalité. Ce videur-là, c'est le SAR, le système d'activation réticulaire. Son rôle, c'est de laisser entrer uniquement ce qui est important pour toi, ton prénom lorsqu'on t'appelle, une odeur de brûlé, les pleurs d'un bébé et la voiture que tu viens d'acheter. Mais ce que personne te dit, c'est que cette liste VIP, tu peux l'écrire et la modifier toi-même. Quand tu visualises un objectif de façon répétée, avec l'émotion associée, tu inscris cet objectif sur la liste et ton videur se met à laisser passer tout ce qui s'y rapporte. Les opportunités, les personnes et les infos qui se présentaient déjà à la porte depuis longtemps, mais qu'il refoulait depuis le début. Tu n'attires à rien de plus, tu détectes enfin. Et retiens bien ce videur parce que dans quelques minutes, tu vas découvrir qu'il fonctionne aussi dans l'autre sens. Et là, c'est beaucoup moins joli. En 1968, deux chercheurs, Robert Rosenthal et Lenore Jacobson, débarquent dans une école primaire dans le sud de San Francisco. Ils font passer un test d'intelligence à plusieurs élèves de l'école. Jusque-là, rien d'anormal. Puis, ils remettent aux instituteurs une liste de noms. Ces élèves, selon les tests, vont exploser intellectuellement. Sauf que tout ça était faux.
Les tests ne prédisaient rien, les noms sur la liste étaient tirés au sort, et ces élèves prometteurs n'étaient ni meilleurs, ni pires que les autres. Les chercheurs ont menti aux instituteurs et sont repartis. 8 mois plus tard, les chercheurs reviennent et font à nouveau passer les tests à plusieurs élèves de l'école. Et là, les élèves de la liste, ceux tirés au sort, ont réellement progressé plus que les autres. Leur QI a augmenté et le mensonge est devenu vrai. Comment un mensonge avait-il pu rendre des enfants plus intelligents? Eh bien, les instituteurs, persuadés d'avoir des pépites, ont changé de comportement sans s'en rendre compte. Plus de gentillesse avec ses élèves, que ce soit dans le regard, dans le ton, ou bien même à travers les sourires. Des retours plus détaillés sur leurs erreurs, des contenus plus ambitieux. Et surtout, plus de secondes chances, plus de temps pour répondre et plus de droit à l'erreur. Les élèves ont ressenti cette confiance, ont osé plus, persévéré plus et sont devenus ce qu'ils croyaient qu'ils étaient. On appelle ça l'effet Pygmalion. Le problème, c'est que l'inverse existe aussi. Ça s'appelle l'effet Golem et il est documenté. Attends-toi à ce que quelqu'un échoue, traite-le même inconsciemment en conséquence et il échouera plus souvent. Chaque prof qui a catalogué un élève l'a peut-être sculpté vers le bas. Tu te souviens du miroir de Don Miguel? Ce que tu renvoies te revient. Il appelait ça de la magie. Mais Rosenthal, lui, l'a mesuré en laboratoire. Le regard que l'on porte sur quelqu'un le sculpte littéralement. Et si le regard des autres peut te sculpter, qu'est-ce que ça dit du regard que tu portes sur toi-même? Ce regard sur toi-même, il passe par 2 canaux. Le premier, c'est les images que tu te projettes. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Les études scientifiques actuelles ont démontré à l'aide d'imagerie cérébrale que visualiser un geste ou le faire active exactement les mêmes zones dans le cerveau. C'est pour cela que de nombreux athlètes la pratiquent, car ce n'est pas une simple rêverie, c'est un véritable entraînement neuronal. Maintenant, le piège, c'est que ton cerveau ne fait pas bien la différence entre le réel et ce que tu imagines de manière intense. Gabrielle Oettingen a passé 20 années de sa vie à analyser précisément ce processus. Et elle en a conclu que, mal utilisé, ce mécanisme pouvait se retourner contre toi. Elle a analysé chez les nombreux participants de l'étude que ceux qui avaient visualisé intensément le résultat final avaient moins d'énergie, agissaient moins et réussissaient moins. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que fantasmer le résultat de manière intense déclenche la récompense trop tôt. Et le cerveau n'a plus envie de se battre pour quelque chose qu'il a déjà savouré. Le cœur de la méthode du secret, ressentir la réussite comme si elle était déjà là, c'est précisément ce qui, mesuré en labo, te rend passif. L'idée, c'est qu'on ne jette pas la visualisation, loin de là, mais on peut la corriger pour qu'elle soit bien plus efficace. Les athlètes ne visualisent pas le podium, ils visualisent le geste, le processus, les obstacles et le fait de se relever encore et encore jusqu'à y arriver. Le deuxième canal, c'est les mots. Les paroles négatives que tu emploies contre les autres, mais surtout contre toi-même, n'ont pas juste un effet déprimant. C'est bien plus puissant que ça. Elles ont un effet mécanique. Ton cerveau passe en état d'alerte. Et si tu te souviens bien, notre videur, le SAR, le système d'activation réticulaire, qui a pour objectif de filtrer ce qui atteint notre conscience, eh bien, il laisse plus passer les menaces, la négativité et les problèmes. Donc chaque phrase négative te coupe des opportunités qui passent devant toi. Le négatif n'attire pas le négatif, non. Le négatif t'empêche de voir le positif. Alors qu'un cerveau chill, lui, il ouvre grand le faisceau. Il capte les opportunités, les idées et les solutions. Rappelle-toi, tu n'attires rien de plus, tu détectes enfin. Mais alors, qui contrôle vraiment? La pensée ou la parole? Parce qu'a priori, c'est logique. Je pense d'abord et ensuite je mets des mots dessus. La pensée d'abord, la parole après. Alors oui, souvent. Sauf qu'en réalité, ça n'a aucune importance. La vraie question, ce n'est pas qui arrive en premier, c'est lequel des deux tu peux contrôler. Des dizaines de milliers de pensées arrivent chaque jour de manière automatique
chaotiques sans que tu ne les choisisses. Si je te demande, là, maintenant tout de suite, de ne pas penser à un éléphant rose, c'est impossible. Tu viens forcément d'y penser, et plus tu essayes de chasser cette pensée, plus tu la renforces. C'est pour ça qu'essayer d'arrêter de stresser, de ruminer ou de penser positif n'a jamais fonctionné sur personne. On ne commande pas une pensée par la volonté, sinon, si tu le pouvais, tu l'aurais déjà fait. La pensée n'a pas de bouton on-off, elle jaillit seule et tu la subis. Maintenant, la parole, elle, tu la contrôles. Elle est volontaire, consciente et immédiate. C'est le seul maillon de la chaîne sur lequel tu as la capacité d'agir. Et le plus fou, c'est que ce maillon conscient, donc la parole, a le pouvoir de reprogrammer le maillon inconscient, la pensée. En changeant tes mots, tu modifies le flux de pensée lui-même. C'est le principe des thérapies cognitives, la forme de psychothérapie la plus validée scientifiquement au monde. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que placer un mot sur une émotion et la nommer fait chuter l'activité de l'amygdale, la zone d'alarme du cerveau. Tes mots agissent physiquement sur tes émotions. Alors résumons. La pensée, tu ne la choisis pas. La parole, oui. C'est la parole qui réécrit la pensée. La pensée, c'est le moteur. Et la parole, c'est le volant. Et on ne conduit pas une voiture avec le moteur. Maintenant qu'on a compris ça, si j'ai une parole impeccable, que je visualise le processus et que je passe à l'action, je deviens automatiquement mon propre sculpteur. Souviens-toi, dans l'expérience du début, les enfants ont été sculptés à l'aide du regard de leur professeur. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que toi, tu n'as pas besoin d'eux pour devenir qui tu as envie d'être. Les amis, continuez d'apprendre et vous ne cesserez d'évoluer. C'était Johan et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.